Monsieur, vous avez la parole. Alors voyons. Pardon. On a commencé sur les questions sur la politique agricole. Donc, quand on travaille, y compris avec plusieurs syndicats agricoles, on pense qu'il y a besoin d'aider les agriculteurs qui sont déjà en train de changer de pratique pour mettre moins d'intrants, mais vous connaissez le sujet, moins d'intrants, laisser vivre le sol, et que quand le sol se développe, effectivement, il résiste mieux à des inondations, il a besoin de moins d'intrants, et c'est en lien avec la question de la biodiversité. En même temps, l'agriculteur peut devenir producteur d'énergie. Ça peut lui faire une nouvelle source de revenus. L'autre jour, j'étais à Épernay. Le maire d'Épernay racontait quand 3 agriculteurs se sont mis ensemble. Et maintenant, une bonne partie, ce qui autrefois était des déchets et qui était un problème, les déchets agricoles, devient une source d'énergie. Donc, c'est pour eux une ressource supplémentaire. À un moment où les revenus agricoles diminuent, c'est une ressource supplémentaire. Et c'est de l'énergie. Pardon, je ne sais pas. Non, mais je trouve que c'est très pertinent ce que vous dites. En fait, je vous prie de m'excuser dans vos propos. C'était juste pour illustrer votre intervention. En Allemagne, par exemple, on a vu que l'explosion de la volume de la production de porc est liée justement à des actions aussi de promotion de panneaux photovoltaïques qui a entraîné la construction de grandes fermes. Et en même temps, ces fermes, il fallait bien trouver des animaux pour les... Si, merci. C'est pour ça qu'il faudra lire votre rapport, mais c'est pour ça que ce serait bien qu'on se dise on a vraiment besoin d'un changement global et on y réfléchit avec l'ensemble des acteurs, on prend du temps, et de même que quand on a voulu moderniser l'agriculture, quand Pisani a voulu moderniser l'agriculture, on a aidé les paysans à évoluer, on les a aidés dans leurs investissements, on les a aidés avec des techniciens qui les aidaient à réfléchir sur leurs pratiques, et il y a besoin de réfléchir sereinement, on n'est pas là pour trouver des coupables, on est là, on est ensemble responsables de la même planète, et les agriculteurs sont parmi, le jour la FNSEA était là le 15 mars en disant nous sommes parmi les premières victimes du réchauffement, nous sommes parmi une cause du réchauffement et nous voulons être acteurs, voilà. Donc on n'est pas là pour trouver des coupables, on est là tous embarqués dans le même bateau et on doit tous inventer les solutions, on tâtonne et il faut être honnête dans nos évaluations. Mais ça peut être, au lieu que ce soit des problèmes en plus à régler, la question du climat, ça peut être une source de revenus à un moment où, hélas, le revenu de beaucoup d'agriculteurs diminue. Comment amener l'Allemagne à bouger? Peut-être que parmi vous, il y a des députés qui sont membres du groupe d'amitié franco-allemande. Peut-être qu'on peut en reparler, mais ça nous paraît... Voilà, depuis avant-hier, un ami en a parlé à Angela Merkel, mais on en reparle quand vous voulez. On peut prendre un café ensemble, mais ça nous paraît absolument fondamental que ce soit porté, évidemment, par un maximum de dirigeants franco-allemands. Sur la question de nouveau de l'agriculture, on peut en parler très longuement. J'ai fait l'agro, donc c'est des questions qui m'intéressent. J'ai failli être paysan moi-même, mais je crois, si je me souviens de mes cours de catéchisme quand j'étais petit, que déjà il y a 3000 ans, on savait qu'il fallait réguler les marchés agricoles. De mémoire, dans la Bible, si Joseph devient le conseiller du Pharaon, c'est parce qu'il a interprété le rêve sur les années de vaches grasses et les années de vaches maigres, et que donc Joseph explique que quand il y a des récoltes énormes, il faut les stocker pour pas que les prix s'effondrent, et que du coup on pourra déstocker quand il y aura des années de vaches maigres. Donc ça fait 3000 ans qu'on sait qu'il y a besoin de régulation dans les marchés agricoles. Pendant 30 ans, l'Europe a mis en place des régulations. Pendant le secteur du lait, il n'y avait pas besoin d'aide. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir une aide de Bruxelles, c'est de vivre d'un métier qu'il aime bien sur un territoire qu'il aime. Et pendant 30 ans, on a régulé les marchés agricoles. Il fallait sans doute améliorer le système, mais globalement, à part dans les zones de montagne, il n'y avait pas besoin d'un centime d'aide pour les producteurs de lait. Et c'est le secteur où il y avait le plus de jeunes qui s'installaient parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient vivre de leur travail. Et on a foutu en l'air ces outils. Au lieu de moderniser ces outils, on les a foutus en l'air et le prix du lait s'effondre. Et bientôt, ce sera le prix du sucre. Voilà, donc ça mériterait une réflexion. Je vais lire votre rapport avec beaucoup d'intérêt, mais donc il y a besoin d'une régulation intelligente. C'est pas un système soviétique, c'est un besoin de régulation où on tient tous les bouts en même temps, la question de la biodiversité, le revenu des paysans et la souveraineté alimentaire, y compris des pays du Sud. Monsieur Anglade, quand vous dites que est-ce que c'est suffisant le budget de la Commission, la réponse est non. Moi, je soutiens pleinement Emmanuel Macron quand il dit qu'il faut une refondation de l'Europe. Moi, j'étais pendant 11 ans chez Accenture, on faisait du re-engineering, on faisait de la disruption. Et je me demande pourquoi dans tout le secteur privé, on passe notre temps à faire de la disruption et du re-engineering, et pourquoi en matière politique, on est content qu'on ait déplacé 1% voilà. J'ai des amis au sein de la commission qui se battent pour améliorer le projet, mais eux-mêmes disent qu'on va en crever. L'autre jour, on était à Bruxelles, parmi les gens qui nous soutiennent, il y a Pascal Lamy, et l'ancien chef de cabinet de Pascal Lamy disait l'Europe va mourir dans l'année qui vient, c'est pas dans 20 ans, l'Europe va mourir si on en reste à mettre des rustines à des sujets techno. Il faut trouver des sujets qui changent la vie quotidienne et qui parlent à tout le monde, qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre et que toutes les générations... Voilà, donc il y a besoin de...
moi, quand je prends une voiture, je préfère que le moteur marche bien, donc il faut améliorer la technique et le moteur, mais c'est pas le moteur qui dit où va la voiture. Donc il y a besoin d'un projet. Là, ça avance. Angela Merkel bouge un petit peu sur la refondation technique de la zone euro, mais ça ne remplace pas un débat plus politique, plus global. Et voilà, c'est pour ça qu'on espère que... Vous savez que Emmanuel Macron a repris l'idée d'un pacte mondial pour l'environnement. C'est quelques juristes au début qui avaient dit tout ce qu'on a dit à Rio, c'est bien, mais ça n'a pas de valeur contraignante. Ils ont rédigé un pacte. Ils ont invité Emmanuel Macron pour faire la conférence de la conclusion. Et non seulement il a fait la conclusion, mais il a dit je vais le porter à l'ONU. Et en septembre dernier, il a effectivement porté à l'ONU avec le numéro 2 chinois à ses côtés. Et là, je crois qu'il y a 15 jours, il y a eu un vote indicatif. Donc on a bon espoir que l'ONU, dans 2 ans, ait adopté le pacte mondial pour l'environnement. Notre objectif, c'est pareil que Angela Merkel, Emmanuel Macron, Sanchez reprennent notre projet et qu'ils le portent. Sur la question de l'unanimité, je réponds plusieurs. Pas besoin de l'unanimité. On peut arriver avec des coopérations renforcées. Et ça aussi, Angela Merkel et Emmanuel Macron l'ont rappelé l'autre jour c'était à Francfort, c'était en disant tant mieux si on y va tous, tant mieux, mais on peut aussi n'avancer qu'avec 12, 13 ou 14 pays. Et donc nous, on propose que tous les peuples qu'on propose ce traité à tout le monde. Et si c'est pas le bâton, encore une fois, si c'est pas juste l'Europe est là pour vous embêter, mais s'il y a des aides qui vont profiter aussi aux Polonais, peut-être qu'on sera surpris du nombre de pays qui voudront. En tout cas, techniquement, on n'est pas obligé d'avoir l'unanimité. On peut avancer avec des coopérations renforcées. Sur la question des dom-toms, oui, j'étais à La Réunion l'autre jour. On a été bloqué par un cyclone, on a dû décaler le débat, on voit, et là, 15 jours plus tard, il y a eu un nouveau cyclone et 2 personnes sont mortes dans des coulées de boue. Donc effectivement, à Paris, on est plutôt protégé. En Bretagne, même malgré ce qui s'est passé à Morlaix cette semaine, on est quand même protégé. Mais il y a des endroits de notre pays ou de l'ensemble de l'Europe où on morfle vraiment, où il y a déjà des gens qui meurent, ou dont la vie est foutue en l'air par les dérèglements climatiques. Et c'était impressionnant de voir comment, malgré le cyclone, l'amphi était archi plein. Il y avait l'évêque de La Réunion, le Parti communiste, le maire de Saint-Denis, le président de l'université, et tout le monde était d'accord. C'est pas tous les jours que l'évêque et le président du Parti communiste signent le même texte, et le maire de Saint-Denis a dit qu'il allait faire une votation citoyenne pour dire que la ville de Saint-Denis voulait de ce pacte européen. Voilà. Et après ce débat, l'un des prochains débats, c'est à Bamako, c'est pas un territoire européen, mais où c'est suite au débat de La Réunion que l'université de médecine nous invite à Bamako pour lancer le débat en disant chez nous c'est un fléau. La question du climat, c'est un fléau, il faut trouver des solutions à ce fléau. Donc on arrête les demi-mesures. Sur l'effet domino, c'est M. Boni, je crois, qui a dit que l'Europe ne faisait que 10% des émissions. Mais voilà, avec Trump, c'est difficile de croire qu'on aura un accord international très contraignant. Et déjà, si l'Europe et l'Afrique l'Afrique et la Méditerranée montrent qu'il y a un autre modèle qui est possible, on peut espérer qu'il y aura un effet de contagion, que la Chine, que l'Inde, et peut-être que le ou la successeur de Trump fera la même chose dans quelques années. Mais... voilà, déjà, si l'Europe fait sa part du job et le fait de façon radicale et que ça marche, et si les gens qui viennent en Europe dans 4 ans ou 5 ans se disent « mais l'Europe se transforme, ça crée des emplois, ça innove, pourquoi on ne fait pas pareil ?» on aura un effet de contagion qui peut être très rapide. On parle souvent de l'effet domino quand il y a une catastrophe, quand il y a une crise financière, il y a une banque qui tombe, il y a 5 banques qui tombent, mais est-ce que l'effet de domino peut être aussi positif ? Sur la question de l'unanimité, j'ai répondu. Sur les félicitations, merci pour vos félicitations. Alors, sur qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me demandais si tout à l'heure, je n'ai pas répondu, je crois, à votre question sur le bilan économique. On commence à y travailler avec des gens de Normal Sup sur quel sera le bilan économique de notre projet. Mais peut-être aussi que votre commission pourrait mettre en place un groupe qui réfléchit sur concrètement quelles sont les difficultés à régler, concrètement quels sont les avantages, quels sont les problèmes à régler si effectivement il y a un sursaut européen dans ce domaine. Sur la question de la concurrence internationale, est-ce qu'on peut faire un impôt de 5% en Europe ? Je répète que même après la réforme de Trump, l'impôt sur les bénéfices est tombé à 24% aux États-Unis. Donc on n'a pas de problème de concurrence et ça aiderait, ce serait un facteur de compétitivité. L'Europe a dépensé plus de 200 milliards l'an dernier pour acheter du pétrole et du gaz aux Russes ou aux États arabes. Si on est capable de diviser par 4 notre consommation, ça veut dire que c'est une sacrée économie, c'est un facteur de compétitivité pour toutes nos entreprises. Plusieurs personnes ont parlé de l'aspect de 5%, un impôt de 5%, c'est quand même pas la mort. Plusieurs chefs d'entreprise nous disent que si on comprend la gravité du problème, 5%, c'est quand même pas la mort. Et que globalement, si on relance l'économie parce qu'on a créé 800 000 emplois, peut-être que même ex post, le volume de bénéfices sera plus important parce qu'on va relancer l'économie. Mais donc 5%, c'est pas la mort. Et y compris les entreprises auront des aides pour se transformer. Y compris les entreprises verront leur facture de chauffage diminuer et la moitié de la facture de la transformation sera payée par la collectivité.
Quels sont les moyens pour qu'on a avancé? Donc, on a créé une association qui s'appelle Agir pour le climat. On est une toute petite association. On n'est que 2 permanents, puis des bénévoles. Il y a là 2 stagiaires qui nous aident pendant 3 mois. On est preneurs si vous voulez nous aider. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis, on cherche des alliés. On n'est pas venu ici pour faire une conférence. On cherche des alliés. Est-ce que chacune et chacun de vous se dit, c'est pas juste le truc de Jouzel et Larouturou. Larouturou, il parle trop vite, il arrivera à rien. Il faut qu'on l'aide. Leur idée est bonne, mais il faut, voilà. Donc, non, mais sans rire, blague à part, est-ce que vous considérez que c'est votre bébé? On vous demande pas de signer et de dire que 100% est génial. Encore une fois, Jean-Pierre Raffarin a signé. Il nous dit, il sait pas si ce sera 5% de toutes les entreprises ou si on fait faire un truc plus intelligent, par exemple sur les GAFA. Mais si, en gros, vous pensez que ça va dans la bonne direction et si vous pensez que l'Europe est vraiment à un moment crucial, qu'il y a ce qui se passe en Pologne, qu'il y a eu le départ, il y a ce qui se passe en Italie, si vous êtes d'accord et si vous êtes encore là maintenant, si vous pensez qu'on est dans un moment crucial pour l'Europe, pour le climat, pour notre vivre ensemble, peut-être que même si vous n'êtes pas d'accord à 100% avec chaque ligne, vous pouvez vraiment être nos alliés pour gagner ce combat. Merci. Comme vous êtes si convaincant, on accepte 2 dernières questions de 30 secondes. Je n'ai pas de solution miracle, sinon je vous demanderai de me baisser. Adrien Morenas. 30 secondes. Adrien Morenas et Gaël Le Bouec. Oui, merci. Je vais essayer de faire très vite. Alors, étant en charge du dossier eau au sein de l'Assemblée nationale, on sait que le problème de financement des infrastructures reste le problème majeur. Et de ce fait, j'adhère complètement à la problématique que vous nous avez énoncée ce matin. Nous savons que les grands enjeux du dérèglement climatique est la préservation de notre ressource en eau. Donc, les questions que je voulais vous poser, c'est quelles seraient vos préconisations en vue des assises de l'eau? Y êtes-vous associé? Et est-ce qu'un sujet qui devait avoir... Est-ce que c'est un sujet qui devrait avoir une vision beaucoup plus européenne, selon vous? Merci. Gaël Le Bouec. Bonjour à tous, Monsieur Jouzel, Monsieur Larouturou, je suis ravi de vous avoir ici, ravi d'avoir Monsieur Jean Jouzel, de vous retrouver en forme. On a besoin de vous dans le cadre de ce projet-là, donc je vous souhaite de continuer de garder cette aventure et cette dynamique. Je suis ravi de faire partie des 100 premiers co-signataires pour booster et motiver mes collègues petit à petit. Monsieur Larouturou, j'avais une question avec vous, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y répondre, on avait échangé il y a 2 ou 3 semaines sur une étude d'une université américaine qui montrait dans les années 70 qu'il y avait 10 scénarios possibles sur l'évolution de notre climat et de notre planète. Sur ces 10 scénarios, il y en a 8 qui étaient très positifs pour l'économie et le développement via le PIB et autres, et il y en avait 2 qui étaient plus catastrophiques, je dirais. Il reste aujourd'hui manifestement plus que ces 2 scénarios-là possibles quand on regarde l'adhérence de l'évolution de notre monde par rapport à ces 10 scénarios. Il n'y en a plus que 2 qui sont possibles. Un qui fait qu'on va exploser dans 5 à 10 ans et l'autre dans 15 à 20 ans. Donc je voulais savoir si vous aviez des informations un petit peu complémentaires sur ces 2 scénarios restant possibles. Je vous remercie. Merci. La liste. Alors, sur les assises de l'eau, on est preneur de contact, on peut se parler à la sortie. Donc, évidemment, la question de l'eau est absolument fondamentale, et pas seulement pour l'Europe. On pense que c'est un des rares sujets où on peut mettre des Israéliens, des Palestiniens, des Syriens et des Iraniens ensemble. Donc, non, mais de même que pour chercher le besoin de vivre, on a fait travailler des gens de pays qui se font la guerre par ailleurs. Et la question de l'eau, elle est vitale dans tous nos pays, mais en particulier autour de la Méditerranée. Donc, ça aurait du sens qu'on donne un contenu plus fort à tout ce qu'on dit sur l'Union Méditerranée et avec des financements pour la recherche et pour les politiques d'adaptation. J'en ai pas parlé, vous quittez la salle, madame, mais effectivement, le besoin de politique d'adaptation est très, très important. L'autre jour, j'ai passé 2 jours à Rome, y compris avec un spécialiste qui dit que c'est foutu, que le 1,5 degré, il faut arrêter d'en parler, qu'on n'y arrivera pas, mais que déjà c'est bien si on arrive à limiter à 2 degrés. Mais donc ça veut dire que le besoin de politique d'adaptation tout autour de la Méditerranée et Afrique est colossal. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'investissements, y compris avec des dons. Je répète, quand l'Europe a été aidée par les États-Unis pour se relever, 80% des sommes, c'était des dons. Il y a eu un retour économique, mais les Américains n'ont pas lésiné au début. Donc, OK pour si vous êtes des contacts autour des assises de l'eau. Pour la question de Gaël, oui, les scénarios, a priori, tout montre qu'on peut aller vers un effondrement dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent. La question est de savoir qu'est-ce qu'on décide. Et vous êtes les parlementaires, vous avez le droit de dire que, voilà, a priori, certains pensaient qu'il y en a qui attendaient le match retour. Quand l'Allemagne et la France, il y avait déjà eu des millions de morts, on aurait pu encore la jouer une dernière fois pour écraser ceux qui bougeaient. Donc, et c'est où Schuman et Adenauer ont pris une décision révolutionnaire qui changeait tout et qui a changé le cours de l'histoire. Est-ce qu'on est capable, nous aussi, en 2018-2019, de prendre une décision qui font mentir les 2 scénarios? Mais a priori, si vous lisez les derniers rapports du FMI ou de la Banque mondiale, la prochaine crise financière, elle va faire très 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 mal. Si vous lisez les rapports du GIEC et si vous leur parlez en petit comité et qu'ils vous disent vraiment ce qu'ils pensent, ça va faire très 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 mal. Donc,
A priori, si on continue à mettre des rustines et à dire, bon, après tout, on est pris par d'autres urgences. Moi, mon principal souci, c'est les urgences qui occupent nos dirigeants. On a déjà été reçus 6 fois à l'Élysée, donc ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt. Le président a promis à 2 de ses ministres importants qu'il allait bientôt nous recevoir, mais ça fait des semaines et je comprends que chaque jour, il a des urgences qui paraissent plus graves et plus urgentes. La crise du climat, on peut la repousser encore d'une semaine ou 2 semaines. Et mon souci, c'est comment vous roulez sous le boulot, vous avez fini à 2 heures du matin hier dans l'hémicycle. Donc, malgré cette fatigue des décideurs, malgré les urgences, malgré les crises, avec Trump à la Maison-Blanche, il y a toutes les semaines une nouvelle crise, est-ce que nos chefs d'État sont capables encore de prendre des décisions historiques qui réorientent, qui ne sont pas seulement éteints des incendies, mais qui permettent de changer de modèle? Ils auront des millions de citoyens derrière eux, mais si on n'arrive pas à faire bouger nos chefs d'État, on va vers les scénarios les pires. Donc je le répète, merci d'être des alliés. Vous n'êtes pas venus pour une conférence. Vous êtes parlementaire d'un pays majeur qui compte sur la place internationale, un des pays qui compte fondamentalement dans l'avenir de l'Europe, et vous avez un rôle crucial à jouer dans les prochains mois. Merci. Merci, merci beaucoup. Monsieur Jouzel. Merci.